Bienvenue dans The Dev Talk Show Camer, je suis Franck Bissay, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan, ici on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Kalak FM 94.5. Vous pouvez également nous écouter sur YouTube, sur notre page The Dev Talk Show Camer. Alors, restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Feel Beats exclusive. Yo, aujourd'hui on est là pour le 3e épisode de l'émission avec un nouveau format. Il s'agit d'un entretien avec. Le second a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme encore et d'ailleurs on vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos partages. On reviendra dessus sûrement plus tard. Vraiment merci à vous. Moi je suis développeur back-end spécialisé dans les technologies .NET avec déjà près de 5 ans d'expérience. Je suis la crème de la crème quand tu as vu .NET, tu m'as vu. Et aujourd'hui je suis accompagné d'un membre de l'équipe du Dev Talk Show et de notre invité spécial. Alors Marcel, est-ce que tu peux te présenter? Salut à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marcel comme ingénieur logiciel Java. Je suis ravi d'être là une fois de plus et je suis sûr que nous allons passer un agréable moment pour ce 3e épisode qui s'annonce à être très très spécial. Parfait. Toujours humble comme à l'accoutumée. Et toi, Larissa, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Larissa Luma, responsable du personnel de la culture d'entreprise. Également, talent acquisition en boîte digitale. Ça fait 3 ans déjà que je fais dans le domaine des ressources humaines. Oui, 3 ans et quelques mois. C'est ce que j'ai fait dans le domaine des ressources humaines. C'est vrai que ma carrière professionnelle a commencé dans le commercial, mais j'ai suivi une formation en ressources humaines et puis voilà. Ok, parfait. Nous sommes vraiment contents de t'accueillir et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as écouté notre dernier épisode? Oui, je l'ai écouté. Alors, parfait. Est-ce qu'on peut avoir ton avis? Moi, je pense que on ne peut pas être essentiellement focus carrière en fait. Même si tu es focus carrière, hein, tu es également focus business parce que tu as besoin de rapporter de l'argent. Une personne qui sera focus business, il va même peut-être se détacher du domaine du développement. Il va peut-être construire des immeubles, faire des plantations, faire des champs. Déjà le cacao, ça paye ces temps-ci. Donc il va peut-être aller faire ces champs de cacao là. Donc moi je me dis qu'on n'est pas essentiellement focus juste carrière. Une personne qui est focus carrière est également un peu de business parce qu'il a besoin de rapporter de l'argent. Il a besoin de savoir ce qu'il gagne, comment il nourrit sa famille, comment il se construit une vie. Ok, donc pour toi, il faut être à la fois focus sur le business et à la fois focus sur la carrière. Okay. Oui. Ouais, parce qu'il faut bien avoir un peu de sous pour entretenir sa carrière. Effectivement, c'est ça. Et d'ailleurs, même sur le sujet dev businessman ou dev orienté carrière, vous en boîte digitale, vu que c'est là-bas que tu travailles, est-ce que vous optez plus pour recruter des développeurs et leur proposer un plan de carrière bien précis, ou bien vous êtes plus dans une optique de recruter uniquement en cas de besoin, si vous manquez peut-être un profil précis pour un projet précis aussi par exemple? Bon, déjà, il faudrait savoir que le recrutement ne se fait pas de façon désordonnée. Il faudrait bien qu'il y ait un besoin pour pouvoir recruter. Sinon, on va se retrouver avec des employés qui ne feront rien en entreprise. Donc, on recrute parce qu'il y a un besoin. Mais lorsqu'on recrute un employé, il a un plan de carrière qui est dessiné. Ok. Parfait. Alors aujourd'hui, on est là pour confronter vraiment un RH avec toutes les questions qu'on a souvent eu l'habitude de se poser et tous les problèmes qu'on a, nous en tant que développeurs, rencontrés. On a reçu beaucoup de questions des internautes. On va te les poser. On a aussi beaucoup de questions qu'on a préparées nous-mêmes, découpées en 4 thématiques. Tu vois, on a été très ordonnés là. Donc, on va directement mettre des pieds dans le plat. La première thématique, c'est le rôle du RH et sa perception des développeurs en fait. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste concrètement le travail d'un RH dans le domaine de la tech au Cameroun? Parce que parfois, nous, on a l'impression que c'est clanisé, hein, donc il y a d'un côté la RH et d'un côté les autres. Si ça se fait de façon claire, c'est que c'est peut-être les développeurs qui le font. Parce que nous, en tant que RH, déjà, il faudrait savoir que le RH est employé comme tout employé dans une entreprise. Oui. Donc, si le rôle du RH maintenant dans une entreprise, en fait, c'est aider l'employeur à manager ses employés-là. Et aider également les employés à avoir un climat en entreprise favorisant son travail, qu'ils puissent se lever le matin et qu'il aille effectuer ses tâches sans une peine, en fait, se dire que, ok, je m'en vais au travail avec du sourire. Oui. Ok. Et quand tu dis qu'il est censé mettre l'employé à l'aise, est-ce que, quand on parle des développeurs, ça consiste spécialement à faire en sorte qu'il ait une bonne chaise, qu'il ait un bon PC, qu'il ait un bon écran, etc. Sauf que parfois, on a l'impression que lorsqu'on effectue ces demandes-là, on prend ça comme si c'était un caprice de notre part, alors que c'est un réel besoin.
Si c'est perçu comme un caprice, c'est justement parce que lorsque l'employé émet son besoin, il faudrait bien que le RH se va au niveau des ressources, en fait, pour pouvoir réaliser ce besoin-là. Un besoin ne peut pas être émis aujourd'hui et s'il n'y a pas les fonds, on ne pourra pas le réaliser. Donc, ce que tu me Donc, dis, on c'est que... planifie en fait le besoin. Ok. Maintenant, le RH aussi également, il aide également, comme tu l'as dit, dans le management de l'employé. L'employé également, son management, ce n'est pas juste lui fournir les ressources, genre la chaise, le thé, le café, tout ça. Il y a tout un tas de trucs qui se fait dans l'administration. Donc, il faudrait que on s'assure que les droits de l'employé sont respectés, que l'employé bénéficie également de ses congés, que l'employé bénéficie de sa formation et tout. Ok. Donc, ce que tu nous dis, c'est que, principalement pour tout ce qui concerne les équipements, en fait, on soumet le besoin au RH, mais c'est pas forcément le RH qui débloque les fonds et qui décide. C'est pas le RH qui débloque les fonds, c'est pas son entreprise, en fait. Et qu'est-ce que tu penses, justement, du management horizontal que les employés préfèrent, que les développeurs préfèrent? Parce que nous, on est beaucoup plus dans une logique vraiment start-up, Silicon Valley, là où il n'y a pas forcément de hiérarchie. Donc, genre, quand les RH qui passent le temps disent que non, je suis ton N+1 et tout, et tout, et tout, et tout. Nous, on aime ce management-là où on n'a pas forcément besoin d'un pont pour parler avec le boss, pour émettre une doléance et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment implémenté aujourd'hui? Est-ce que c'est légitime qu'on veuille ça et tout? C'est tout à fait légitime que vous vouliez cela. Mais comme moi, comme dans notre entreprise, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le RH, en fait, il est employé. Vous, les développeurs, vous avez vos chefs de projet, vous avez vos M+1 et autres, vous avez, lui, le chef de projet, votre directeur et tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que lorsque vous voulez rencontrer le directeur général qu'il est fermé. Non, non, non. Chez nous, en fait, nous sommes tous là, nous sommes tous au même niveau. L'information est véhiculée au même titre. Mais tu sais que voici ton directeur, voici ton N+1, il a droit à son respect là. Tu sais comment l'aborder et tout. Ok, non, j'ai demandé parce que tu vois, hier soir, il y a eu beaucoup d'amalgames comme ça dans des entreprises où le développeur, il a l'impression qu'on le compresse en fait, que son RH ouais. Bon, et maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième thématique qui concerne le télétravail et la flexibilité des horaires. Quel est, selon toi, quel est le véritable problème avec le travail en remote au Cameroun? Parce qu'on a l'impression que les développeurs n'ont pas trop ce droit-là. Alors qu'on est très à l'aise en travaillant avec quelques jours de remote, ça nous permet de nous retrouver, ça nous permet de rester productifs et tout et tout. Pourquoi ça peine à être accepté par les entreprises et les RH? Pas par les RH, mais pas les entreprises. Mais bon, ça peine à être accepté. Pourquoi? Parce que justement, l'employé, en fait, a se laisser faire lorsque on lui donne cette possibilité de travailler en remote. Il va travailler sur ses projets, mais il va souvent s'oublier parce qu'il a ses tâches personnelles à effectuer. Il a ses petits jobs là qu'il veut aussi faire pour pouvoir calculer de l'argent et tout. Des fois même, tu vas voir, il travaille en remote, il est en train de faire ses papiers pour partir au Canada. Oui. Donc du coup, les employés ont du mal en fait à accepter cela parce qu'ils voudraient au moins savoir que son employé est là, que son employé travaille effectivement sur le projet qui lui a été confié. C'est pour ça que les employés en fait ont ce problème avec ça. Non, mais je pose la question parce qu'il y a parfois des employés, des développeurs seniors qui sont déjà en CDI depuis 2-3 ans. L'employeur a confiance en lui. Mais lorsque le senior, le développeur demande son 2-3 jours de remote, on lui dit non de façon catégorique, non, non. Alors que, bon, c'est pas forcément pour aller faire autre chose, c'est juste pour être plus à l'aise et être même plus productif. Bon, puisque je suis là en tant que RH des développeurs et en mode digital en tout cas, c'est pas comme ça que nous le faisons. Oh, d'accord. Mais si un employé déjà a fait 2-3 ans, on a vu en lui un engagement, en fait, il a de l'engagement, en fait, une certaine conscience professionnelle. Donc, il vient demander 2-3 jours pour travailler à la maison, on va comprendre en fait le besoin, on va comprendre qu'il a peut-être des problèmes, qu'il a besoin peut-être de se détacher, de mieux se concentrer, et puis cela lui sera confié. Mais un employé qui est nouvellement recruté, on ne pourra pas le mettre facilement en remote, parce que lui, on ne sait pas, on ne l'a pas encore bien managé, il n'a pas encore les valeurs de l'entreprise en lui. Oui, il y a des projets en fait sur lesquels on l'attend, on attend voir ses histoires, on attend voir comment il travaille, comment il évolue dans les projets sur lesquels il travaille. Ok, donc en fait il faut prouver, et ça se fait avec le temps. Exactement. Et surtout ça, comme tu dis, tu as parlé spécifiquement de bois digital, ça montre aussi que malheureusement chaque entreprise a sa culture, malheureusement. Et parlant de cette flexibilité d'horaire là, pourquoi est-ce que on a parfois l'impression que vous êtes coincé sur cette histoire d'heure d'arrivée au bureau, 7h, 8h, 9h, etc. Alors que, normalement, moi je pense, à mon humble avis, et comme tous les développeurs, que on devrait permettre aux développeurs d'arriver même au travail à 10h. Parce qu'il peut faire son daily le matin, au calme dans son lit, faire 2-3 tâches avant d'arriver au bureau et arriver peinard et continuer tranquillement. Mais pourquoi vous êtes
autant fixe et coincé sur cette histoire d'heure, d'arriver à 8h, 7h, pas de retard et tout? Bon, déjà, chez nous, nous avons établi une certaine flexibilité des horaires, que ce soit à l'arrivée, que ce soit au retour. Il y a une marge horaire que les employés doivent respecter et qui doivent venir. Si un employé ne respecte pas cette marge horaire-là, il faudrait au moins qu'ils préviennent et qu'ils disent en fait le pourquoi il sera en retard. C'est tout à fait normal. Tu peux te réveiller là, un client t'appelle que bon, voilà, il y a ce produit-ci que tu m'as livré et puis ça ne donne pas et tout, il faudrait travailler dessus. Tu appelles juste ton N+1 ou bien tu appelles ton collaborateur pour dire que bon, si tu ne me vois pas, sache que je suis en train de travailler et il y a telle personne qui m'a payé pour tel projet-là. Donc nous avons mis en place cette flexibilité-là. Maintenant, durant la journée, si tu as fini tes tâches, tu peux rentrer. Donc ça, c'est la flexibilité pour le départ maintenant. Pour le départ? Oui, mais si tu as fini ton travail, tu peux rentrer. Si tu sais que voici le projet, voici les tâches que tu avais accomplies aujourd'hui, tu les as livrées. Et puis, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est vraiment particulier. Je connais très peu d'entreprises qui accordent cette flexibilité-là. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que Boa Digital faisait partie des entreprises qu'on avait citées en exemple la dernière fois. Parlons maintenant recrutement et CV des développeurs. Moi, j'ai une question que j'attendais beaucoup de te poser. C'est quelles sont les principales plateformes de recrutement sur lesquelles vous postez vos offres au Cameroun? Au Cameroun? Bon, au Cameroun, il faudrait savoir que les offres sont à poster un peu de partout. Hein. À WhatsApp, tu as des groupes qui te postent des offres d'emploi. Les RH, ils ont la possibilité de contacter certains services qui font dans les recrutements. Nous avons un instant de Minajob, nous avons un place M, nous avons comment on appelle ça, Google Job In, oui, Monajob également, oui. Dopinet. Oui, également. Donc les emplois, pardon, le recruteur peut se rapprocher de ces plateformes-là qui les aident à véhiculer le recrutement. Donc ça veut dire que si un employé recherche un développeur, ce que tu dis, c'est que si un développeur veut travailler dans une entreprise au Cameroun, dans ce secteur, il devrait se rapprocher de faire des recherches sur tous les sites que tu as cités là, Minajob, Google Jobnet, Dopinet, etc. Et également sur LinkedIn. Est-ce que LinkedIn a une place centrale là-bas parce que dans tout ça? Parce que nous, les développeurs sont vraiment plus actifs sur ce réseau social là. Aucun recruteur ne peut ne pas poster son offre sur LinkedIn. Ok. Donc LinkedIn a une place centrale en fait. Et oui, exactement. Et comment se déroule l'examen des CV chez vous? Est-ce que quand le chef d'un projet te dit qu'il a besoin d'un développeur, je sais pas moi, sur une techno, il te donne ce qu'il aimerait avoir comme compétences caractéristiques et toi-même tu fais l'examen des CV? Ou alors est-ce que tu le fais avec un accompagnement d'un développeur qui reçoit les CV en même temps que toi et qui examine? Ou alors est-ce que ce sont des robots carrément et tout? Bon, chez nous, nous utilisons un ATS qui nous permet de... Déjà, nous avons une page carrière et notre ATS nous permet de sélectionner nos CV. C'est vrai que quand le CV est reçu, bon, quand je dis sélectionner, c'est du genre, ça émet des pourcentages en fait, à certains CV qui correspondent un peu à l'offre, aux besoins en fait, que nous recherchons. Ok. Maintenant, quand moi je réceptionne les CV, qu'est-ce que je fais? J'écris en fonction de ce que le job owner m'a demandé. Quelles sont les caractéristiques qu'il recherche? Quel est le profil qu'il veut? Combien d'années d'expérience? Quelles sont les technologies qu'il recherche? Et là, j'étudie ce CV-là. Et en fonction de tous ces éléments-là, les CV que j'ai, puisque j'élimine d'autres maintenant, les CV qui sont restants, je soumets cela au demandeur de poste. Donc ça veut dire que il y a déjà une première barrière qui est de traverser votre ATS là, qui évalue la compatibilité entre le CV et l'emploi l'emploi que vous avez, le job que vous avez posté. Exactement. Ensuite, il y a une RH qui vient maintenant regarder le nombre d'années d'expérience, les compétences, et etc. Oui. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, tu es en train de me dire que dès qu'on t'a donné les caractéristiques, dès que le robot fait son travail, toi tu viens vraiment faire une vérification objective. On a dit tel nombre d'années, si ça correspond, tant mieux. On a dit tel techno, tu cherches à lire la compétence sur le CV, ça correspond, ok. Oui, exactement. Okay. Et maintenant, je soumets donc ces CV-là au boss qui vérifie également à son niveau et puis il sélectionne qui devra passer à l'entretien. Ok, donc il y a 3 niveaux de sélection. Exactement. Et justement, ça veut dire que les développeurs peuvent faire beaucoup d'erreurs en postulant certaines offres. Donc, tu peux être compétent, mais ton CV est mal fait et tout, mais tu ne passes pas l'une de ces étapes-là.
Exactement. Et moi, je reçois souvent des demandes d'emploi. Tu vois, une personne, il envoie son CV là, il ne met même pas l'objet. Et ou bien il ne met même pas une formule de politesse là, il envoie juste son CV. Et quelles sont les erreurs fréquentes que tu vois dans les CV, en fait? Des développeurs camerounais, enfin, oui. Des développeurs camerounais. Bon, il y a des personnes qui mettent... tu vas voir un junior, par exemple, il va te dire... Tu vois son CV, tu sens qu'il est junior, mais lui va te dire, je suis spécialiste en JavaScript. Mais tu es spécialiste en JavaScript, mais tu n'as même pas encore une année d'expérience en JavaScript. Tu es spécialiste comment? Ou bien tu vas voir, il va mettre un taux de pourcentage là, Angular 100%, React 90%, mais tu n'as même pas 2 ans dans ce domaine-là. Non, en fait, ce sont des erreurs que moi, je constate généralement. Ou bien tu vas voir quelqu'un, il va te dire, bon, j'ai travaillé sur tel projet-là, mais il ne te dit même pas la technologie qu'il a utilisée. Il ne met même pas un lien qui va te permettre de visiter de son travail qu'il a effectué. Ah, ok. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, les erreurs que tu as remarquées, si je te résume, hein, donc il y a déjà le fait de mettre expert alors qu'on n'a pas un nombre d'années d'expérience requis. Il y a le fait de ne pas mettre suffisamment de détails sur son CV, et etc. Ok. Oui, ce sont des erreurs parmi tant d'autres. Ok. Et durant la phase d'entretien RH, quelles sont les erreurs à éviter? Donc, si on a vraiment, quand on vient te rencontrer là, avant de passer à la phase technique, quelles sont les erreurs à éviter automatiquement? Quels comportements, quelles réponses peuvent être considérées comme des red flags? Bon, réponse, je ne dirais pas des réponses, mais il faudrait déjà savoir que lorsque tu viens en tant que demandeur d'emploi, tu ne viendras pas en retard. Ok. Et ça, ce sont des cas récurrents que j'ai eu. Que tu vois, que ce soit un stagiaire, que ce soit un junior ou bien un senior, il vient en retard à l'entretien là, il ne t'appelle même pas pour te prévenir. Non, ça c'est une erreur vraiment qui, ça ne montre pas en fait ton professionnalisme. Oui. Et quels sont les points que tu cherches principalement à voir lors d'un entretien avec un développeur? Les points que je cherche principalement à avoir avec un développeur, bon, il faudrait que celui-ci me montre qu'il maîtrise en fait son domaine. Donc ça veut dire qu'il doit te perdre. Et donc quand il arrive Pas là, me perdre, mais me séduire en fait. te séduire. Et la séduction là passe par quoi? Te montrer qu'il Je maîtrise. vais te poser des questions techniques. Ah, mais comment tu fais pour évaluer les questions techniques si toi tu n'es pas C'est technicien? moi qui prépare mes questionnaires. Attends, tu prépares des questionnaires techniques sans être technicienne, comment? Ça, vraiment, c'est la magie des RH. C'est pour ça qu'un RH va connaître beaucoup de domaines. Non mais et si tu te trompes alors, est-ce que c'est pas dangereux justement? Dangereux, non, puisque c'est moi qui prépare mes questions, j'ai préparé des questions avec des réponses. Donc, quand tu me donnes des réponses, au moins j'ai une idée de ce que tu me diras. Hein, tu prépares tes questions avec un technicien à côté, c'est ça? Exactement. Ok. Et si durant l'entretien, la personne développe et va au-delà de la réponse? Va au-delà de la réponse. Donc oui, par exemple, toi bon, je veux pas être trop technique, mais toi tu lui poses une question sur, par exemple, un design pattern, il répond et il te développe et te dit non, oui, mais actuellement, voici ce qui est utilisé, il parle d'autre chose. Toi, forcément, tu étais cadré sur ta réponse. Ce qu'il dit, tu n'as pas la possibilité de vérifier ou d'évaluer, etc. Comment tu fais? Au moins, il m'aura donné une réponse et c'est qu'il y aura des éléments qui vont cadrer avec ma réponse. Ah, ok. Donc ça veut dire que je ça... ne veux pas te demander, moi, je veux pas te demander, je peux me prendre quelques questions là. Je veux pas te demander combien de mangues as-tu planté. Tu vas me dire que non, l'année passée, j'ai fait... Là, tu es en train de me perdre, en fait. Et pourtant, si tu réponds précisément en me donnant des éléments, là, je saurais que voilà. Donc, il faut répondre précisément à la question. Même si on veut développer après, il faut déjà s'assurer qu'on ait répondu à la question, en fait. Très important. Et bon, concernant, passons maintenant aux conditions et les contrats de travail. Quels sont les points de... Quel est ton point de vue sur les salaires des développeurs au Cameroun? Pour être plus précis avec toi, selon toi, que doit demander un junior, un développeur intermédiaire et un senior? Je sais que c'est toujours compliqué de parler, d'argent, mais on est sur des Dev Talk Show ici, on parle franchement et sans langue de bois. Donc, dis-moi, toi en tant que RH, là, quand toi tu vois, tu as dit ça fait 3 ans que tu travailles dans le domaine en tant que RH dans le domaine du dev, dis-moi, selon toi, combien doit négocier, quelles sont les tranches salariales que doit négocier un junior, un intermédiaire et un senior?
Bon, le junior, en tout cas, quand tu viendras pour postuler pour un poste de junior, tu ne me diras pas que tu veux 500 000 francs de salaire quand même. Ok. C'est vrai que tu ne vas pas douter. Cela montre que tu ne doutes pas de tes compétences, mais en sachant que tu n'as pas encore une certaine expertise Ouais. dans le domaine là. 500 000 francs, c'est quand même un peu abusé. Donc pour moi, en fait, je dirais qu'un junior, il devrait se focaliser sur une marge de salaire entre 200 et 300 000 francs. Ok. Et maintenant, lorsque tu es intermédiaire, tu peux aller à 400, 500 000 francs. Et puis senior, tu peux aller à 700, 1 million, 1,5 million, et puis 2 millions, ça dépendra si l'entreprise peut te donner cela. Juste une question. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un senior qui touche plus de 500 000 comme tu dis là? Ok. Son silence veut tout dire. Son silence veut tout dire. Mais en tout cas, pour tous les juniors qui nous écoutent, je pense que vous avez suivi les tranches de salaire à demander. Ok. Et pourquoi au Cameroun, toujours sur les conditions de travail, les contrats, pourquoi au Cameroun, on voit souvent beaucoup de développeurs enchaîner les CDD et sans jamais signer un CDI? Tu disais que tu as suivi notre épisode précédent. Comme tu as pu le remarquer, on est revenu dessus, hein. C'est souvent très compliqué. On est obligé de poursuivre l'employeur pour pouvoir pour qu'il puisse nous confirmer en CDI. Ou parfois, il y a ces employeurs-là qui jouent un peu au bandit parce qu'il sait qu'il peut pas te payer quand tu vas signer le CDI. Il te recrute, il te laisse dans une période d'essai vraiment qui s'éternise et tout. Alors que ce n'est même pas autorisé par la loi. Et le jour là où tu réclames vraiment que tu veux passer en CDI, il te dit que non, voilà, tu n'es même plus compétent. Il passe à quelqu'un d'autre, il recrute quelqu'un d'autre et la chaîne se reproduit encore. Enfin, moi, je dis souvent que, en fait, là, je ne parle pas en tant que RH, mais je parle en tant qu'employé, en tant que personne. Les employeurs qui se permettent de jouer, du genre, ils te recrutent une personne en tant que stagiaire, il lui fait 6 mois de stage professionnel, puis renouvelle le stage. Après, tu vas voir, il va renvoyer l'employé, et puis le rappeler encore en stage. Pour moi, en fait, c'est pas honnête, en fait. Ça, c'est jouer sur la psychologie de la personne. Parce que la personne a déjà des compétences, en fait, qui le permettent d'être un junior. Et puis, après l'étape de junior, il a le droit d'être un senior. Tu ne vas pas être... Et des employés également qui acceptent cela, je me dis peut-être ce sont des employés qui ne connaissent pas également le droit. Un employeur, lorsqu'il te prend un CDD, il doit renouveler ce CDI une seule fois. Une seule fois. Après le renouvellement d'une seule fois, tu passes en CDI. Et le CDD, est-ce que c'est une période... le CDD là, comme tu dis, est-ce que c'est une période limite? Genre, est-ce qu'on peut faire 2-3 ans en CDD? C'est le maximum de durée d'un CDD, c'est 2 ans. Renouvelable une fois. Ok. Si l'employé te prend un CDD, 1 an, lorsqu'il renouvelle, c'est toujours 1 an. Ok. Oui. Donc le maximum d'un CDD, c'est 2 ans. S'il te prend pour 2 ans, il renouvelle 2 ans, ça fait 4 ans. Ok. Voilà. Tu les as bien trahis. Donc ça veut dire que, donc, ça veut dire que même si le max... Je ne les ai pas trahis, c'est écrit dans le code du travail. Donc ça veut dire que quand on te prend en CDD, le maximum de la durée de CDD, c'est 2 ans. Exactement. Mais s'il prend moins, au moins du renouvellement, ça doit être la même période. Oui, la même durée. Et il ne peut renouveler qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Ok. Ok, je pense qu'on va passer aux questions des internautes. Hein. Martial les a toutes reçues. Je te fais la passe. Ok. C'était un échange très très intéressant. Je t'écoutais avec... j'étais très très attentif. Bon là, pour préparer cette émission, nous avons partagé sur LinkedIn principalement une affiche avec un appel à questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous aussi à la page YouTube. Bon, ça c'était la parenthèse promo. Toujours. Donc on a eu quelques réactions et de personnes qui nous suivent. Et je vais donc te poser ces questions et rebondir sur ces questions si nécessaire. Pour peut-être ouvrir une autre discussion. Donc alors la première question qui est plus à mon sens une préoccupation. Là il dit j'ai fait une demande de stage mais je n'ai toujours pas reçu de réponse. Quelles peuvent être les raisons de ce silence? Donc là c'est un internaute qui a fait une demande de stage, il n'a pas eu de réponse. Là... Et du coup d'ailleurs même avant que tu répondes, je vais ajouter à sa question, qu'est-ce qui pourrait expliquer que parfois on envoie nos candidatures mais on n'obtient aucune réponse, même pas une accusé de réception. Ouais. Comment vous gérez aussi l'abondance des candidatures? On sait que les candidatures peuvent arriver en masse, comment vous gérez ça? Donc je crois que ça va aussi aider à cet internaute à mieux comprendre. Parfaitement. Ok. Bon, maintenant, cet internaute-là, il faudrait que je sache comment il a envoyé sa candidature. S'il a envoyé sa candidature sans objet, sans information, ça part dans mes spams. Et je consulte mes spams quelques rares fois lorsque, voilà. C'est les fois où je dis, ah non, j'ai des spams, il faudrait que je regarde les mails qui sont partis en spam.
C'est ça que je disais, en fait, moi, je reçois des candidatures. Vraiment, il y a des personnes qui ne mettent pas d'objet, qui ne mettent pas de formule et tout. Ça va dans les spams. Il faudrait que je sache comment il a postulé. Ok. Ok. Mais Donc, sinon, il pourrait renvoyer, en fait, sa candidature. Il se connaît juste sur notre page carrière et puis il envoie sa candidature, il n'y a pas de donc problème. ça peut être un souci d'envoi de candidature. Exactement. Peut-être il a mal formulé, en fait. Ouais. Ok. Je note vraiment l'importance du format du mail qu'on envoie, l'objet et tout ça. Surtout qu'on va revenir sur ça, je crois. Il y a une question qui parle de ça. Et aussi, pour la deuxième question, comment est-ce que se déroulent le plus souvent les recrutements? Je crois qu'on a même déjà parlé de ça. Est-ce que c'est via LinkedIn, des recommandations? Vous avez parlé vous mettez vos offres d'emploi sur Dopinet, sur LinkedIn. Est-ce que vous fonctionnez aussi par recommandation? Est-ce qu'un employé qui est déjà dans votre boîte peut vous recommander un DF? Là, vous ne passez plus par une phase de recrutement massif. Oui, un employé qui est passé en boîte digitale, il peut recommander un DF. Maintenant, lorsqu'on réceptionne le CV, l'étudie, on l'analyse, on voit si sa recommandation. Mais c'est que sûr, lorsqu'il nous recommande ce profil-là, c'est parce qu'il sait déjà ce que nous recherchons. Ah, donc ça veut dire que quelqu'un qui se fait recommander en boîte digitale par un employé a déjà quand même une marge d'avance sur les autres qui ont... Oui, Ce n'est pas ce que j'ai dit. parce Non, qu'il ne non. passe pas par votre Pas- robot oui. qui est censé faire le Oui, truc, oui, qui ne passe pas oui, par... parce que là, on Je ne dis passe à ceci, l'examen. que il est celui pas- qui nous recommande ce candidat-là, il connaît déjà ce que nous recherchons. Donc, il ne va pas nous recommander n'importe qui. Il ne va pas nous recommander un profil que on sait déjà et puis on va réceptionner le CV et puis on va l'analyser également. Du coup, c'est un plus. C'est un plus, ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. S'il est recommandé, donc c'est un plus. Ne nous embrouille pas. On a compris. Ok. D'ailleurs, même en parlant de LinkedIn, on a remarqué que parfois, le LinkedIn compte aussi beaucoup. Nous, par exemple, ici, là, à l'équipe de Dev Talk Show, on fait l'effort d'être plus ou moins actif, et d'avoir un LinkedIn plutôt présentable. Pour ne pas dire propre, très propre même. Du coup, ça m'amène à la troisième question. Est-ce que vous, en tant que RH, vous accordez beaucoup de crédit au profil LinkedIn d'une potentielle recrue? Donc, lorsque vous recevez le CV, s'il a mis son lien LinkedIn, est-ce que vous allez le chercher? Est-ce que vous allez un peu fouiller pour voir si son LinkedIn est propre? Exactement. Quand je reçois un CV et lorsque je vois le CV, s'il m'intéresse, je vais également sur son LinkedIn. Parce qu'il y a des éléments sur LinkedIn que tu ne retrouves pas dans le CV. C'est vrai que tu verras, il y a également certaines pages LinkedIn qui sont un peu que des développeurs ou bien bref que des employés n'entretiennent pas. Forcément, qui ne mettent pas forcément certains éléments. Mais je vais quand même dans le LinkedIn pour voir s'il travaille, pour voir les compétences qu'il a fait, ses posts en fait, s'il a partagé des projets et tout. Wow. Ok. Tu vois. alors qu'on subit parfois des railleries hein, quand les gars nous traitent d'influencer LinkedIn, tout ça, alors que c'est important. Ça compte, les gars. Ça Donc, compte. assurez-vous d'avoir un LinkedIn assez propre. Propre. C'est important. D'accord. Pour la suite, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous attendez en termes de soft skills chez un junior ou débutant et chez un senior, parce qu'on parle beaucoup de compétences techniques. Lorsqu'on voit vos offres, on sait exactement où vous voulez un développeur, React peut-être, on sait que techniquement c'est ça que vous voulez, mais en termes de soft skills, souvent dans les offres d'emploi, vous ne mentionnez pas, je veux quelqu'un qui soit comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous attendez le plus en termes de soft skills chez les juniors, chez un débutant, chez un senior? Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y a des soft skills chez les juniors, qu'il y a des soft skills chez les seniors et tout. Ça, c'est pour dire que dans le junior, lui, doit se comporter comme ça et le senior doit se comporter comme ça dans l'entreprise, non. Pour moi, en fait, les soft skills, en fait, c'est au même niveau pour le junior que au même niveau pour le senior. Un junior, qu'il soit senior, il doit avoir son engagement. Il doit pouvoir être à l'heure, il doit pouvoir pour bien communiquer, il doit pouvoir mieux gérer ses projets, il doit pouvoir être autonome dans son travail, que tu sois junior, que tu sois senior en fait. Ok. D'accord. Les gars, les soft skills comptent aussi. Il faut pas seulement être bon techniquement, il faut être ponctuel, il faut être humble. Ouais. Ça compte aussi. Il faut être très humble, les gars. Ok, question de notre internaute. Il demande pourquoi les RH mettent aussi souvent la pression aux développeurs en liant les enjeux financiers à des dépassements de délais dans les projets. Parce que souvent on travaille sur des projets, parfois il y a des choses qu'on n'arrive plus à maîtriser, qu'on n'arrive plus à dompter en tant que développeur et parfois on passe au-dessus des délais. Et après les RH viennent nous rabattre le fait que l'argent fait ceci, on va plus vous payer normalement, le client a fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, on a dépassé les délais, nous sommes déjà sur les faits. Donc, exactement. pourquoi les RH reviennent avec le problème financier qui ne nous concerne pas, je dirais? Ouais, c'est ça, c'est clair. Ça ne vous concerne pas, mais pourtant, on vous paye comment si ça ne vous concerne pas? Oui, mais le problème financier, ça concerne tous les employés de l'entreprise. Donc tu es en train de me dire que si tu dépasses un délai de livraison,
de la même façon qu'il y a les primes de productivité qu'on augmente là, tu vas aussi couper parce que il n'a pas été, la productivité n'a pas forcément été au rendez-vous, ou bien parce que le délai... Non, je n'ai pas dit qu'on va couper, mais je dis que ça concerne, parce qu'il a dit que les problèmes financiers ne concernent pas le développeur, ça concerne tous les employés de l'entreprise. Maintenant, pour que si le délai... Quand un développeur sait que son délai ne sera pas respecté, au moins s'il y a un minimum à faire, il faudrait aviser, il faudrait prévenir le client, il faudrait rapporter au client que bon voilà, j'ai eu des difficultés et tout. Et puis j'aurai un certain nombre de retards, peut-être de 2 jours ou bien de 3 jours, et puis on saura comment manager en fait. Ok. Et s'arranger à ne pas être en retard. Donc ça veut dire qu'il faut une bonne communication du Exactement. développeur. C'est ça que je disais, les soft skills en fait, que ce soit que tu sois junior, que tu sois senior, il faut les soft skills, c'est au même, en fait c'est pour tout le monde. Et parmi lesquels il y a La communication, bonne exactement. communication. Ok. Ok. Et enfin, la dernière question, c'est... Je crois que ça revient à peu près à ce qu'on on en a déjà parlé par rapport aux clans dans les entreprises. Pourquoi on observe souvent 2 clans en entreprise, les RH d'un côté et d'autre côté, les développeurs. Donc, on a parlé de ça plus tôt. Souvent, il y a un écart tellement visible. Les RH ne côtoient pas assez les développeurs et vice-versa. On a l'impression que la RH est tout en haut et le dev est tout en bas. Donc, pour revenir au concept de management horizontal et vertical, ce qui parfois peut créer des frustrations. Hein, quand la RH peut-être, elle dans son coin, elle vient voir les développeurs uniquement pour taper sur les doigts. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait cet écart? Est-ce que ce sont certains RH ou certains RH qui se prennent trop la tête pour créer cet écart-là? Parce qu'il y a certains qui sont dans leur bureau là, elles ne côtoient uniquement les développeurs que quand c'est pour dire il y a un manquement, tu arrives en retard, pourquoi, etc. Jamais dans le positif. Bon, si moi je parle de mon cas en fait, moi quand j'arrive au bureau, moi je salue tout le monde. Je me rapproche de chaque développeur en échange et je suis assez ouverte. Ils savent qu'ils peuvent venir, ils peuvent m'apporter les doléances, s'ils ont un problème et tout, me soumettre leurs problèmes et tout. Moi, j'ai pas de problème. Donc, on dit que nous sommes au-dessus ou bien en dessous, ou bien eux ils sont en dessous. Non, moi je ne pense pas en fait. Je me dis en fait, c'est peut-être parce que nous ne faisons pas la même chose. Vous êtes peut-être concentrés, vous avez peut-être vos discussions là, des codes et tout et tout. Nous, on peut ne pas peut-être s'y connaître. C'est pour ça que nous avons l'air d'être... Vous avez l'impression que nous sommes retirés et tout, et pourtant c'est pas le cas. Ok, merci pour la précision. Donc, c'était tout pour les questions des internautes. Je te repasse la main, Franck. Ah ouais, on va pas clôturer l'émission parce que, tu vois, on a essayé de faire un travail de professionnel, tu vois. On a fait quelques recherches là, et surtout sur ton profil LinkedIn, et on a vu quelques prises de position de ta part sur lesquelles on voulait revenir et sur lesquelles on a des questions à te poser. Là encore, je vais laisser Martial faire ça. Ouais, comme tu l'as si bien dit, toujours dans l'optique de préparer l'émission, je me suis dit, il serait aussi intéressant de comprendre un peu le personnage qu'on va recevoir, d'essayer de voir dans quel sens vous allez par rapport à votre métier. Donc, comment est-ce que tu abordes certaines situations, parce que ça peut en inspirer certains. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur tes posts et sur tes commentaires sur certains sujets intéressants. Et on aimerait reparcourir quelques-unes de tes prises de position pour que les auditeurs puissent aussi apprendre des choses. Et donc, le premier élément, je suis tombé sur un post d'une RH, un post LinkedIn d'une RH à l'étranger, qui disait qu'un collègue n'est pas un ami. C'est d'ailleurs la première phrase de son post. Un collègue n'est pas un ami. Et du coup, et pour preuve, elle a souligné le fait qu'après ton départ, les collègues ne restent pas souvent en contact avec toi et que ceux-ci t'oublient vite. Donc, elle disait que ça ne sert à rien de tisser des liens trop forts, qu'il faut se limiter à être cordial. Et toi, tu as commenté, je d'accorise. Déjà, est-ce que tu d'accorises toujours aujourd'hui? Parce que ça fait quand même 1 an. Est-ce que la vie a changé? Est-ce que tu d'accorises toujours déjà? Oui, je partage toujours cette idée-là. Ok. Elle d'accorise toujours. Maintenant, il y a des personnes qui ne partagent pas forcément cette idée avec moi. Oui, justement, oui. C'est pour ça que la question vient sur cette prise de position, sur cette d'accorisation-là. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est aussi possible de lier de vrais liens avec des collègues? Est-ce que ce ne serait pas aussi bénéfique pour l'entreprise d'avoir des relations de complicité, d'avoir une certaine complicité entre collègues, voir des amitiés même qui se créent, et que ce serait pas aussi bénéfique pour l'entreprise? Est-ce qu'il faut forcément être juste cordial? On s'écrit sur WhatsApp, on dit bien cordial. Ouais, trop professionnel. Trop professionnel.
Mais être cordial, déjà, s'il y a déjà un bon climat professionnel, si on se dit bonjour, on peut blaguer là, lors de la pause et tout. Maintenant, amitié, en fait, pour moi, c'est genre intimité. Être déjà en intimité avec ton collègue, et puis en entreprise, il y a généralement peut-être, bon, pas dans les startups, peut-être pas dans les petites entreprises, mais dans les grandes entreprises, il y a toujours un conflit d'intérêt là. Ah, ok. Oui. En fait, c'est de là que moi je dis être ami avec son collègue, vraiment. C'est pas, parce qu'il y a toujours un conflit d'intérêt là. Ton ami, vous allez faire de l'amitié, mais si demain, on lui dit, bon, ta tête ou bien ma tête. Ouais, bon. Forcément, il va choisir sa tête. Ok. Il ne va pas choisir, il va pas dire que c'est mon ami et puis bon, il va choisir sa tête. Ça que moi je dis, si pour ne pas être blessé, donc pour ne pas être face à un dilemme pareil, mieux on reste cordial. Professionnel. On reste professionnel, mais on reste aussi cordial. Ok. On peut s'asseoir, on peut prendre un pot, on fait des after parties et tout, mais voilà. Ok. C'est bien d'avoir apporté cette précision. Ouais. Et le deuxième élément, donc, ça portait sur les mails de candidature. Il y a un RH, toujours à l'étranger, qui a fait un post disant en gros que dès qu'un mail n'est pas à son goût, il balaye la candidature directement. Wow. Il est même allé jusqu'à dire que si dans le mail, c'est Jean qui postule, mais l'adresse d'envoi de la candidature, c'est celui de Paul, c'est suffisant pour rejeter la candidature. Et vous avez commenté ce post en disant que tu as commandé ce post parce qu'ici on se tutoie. Tu as commandé ce post en disant que en gros pour l'adresse mail, le candidat peut avoir un problème avec son mail, avec son téléphone, et du coup pour toi ça ne te pose pas de problème qu'il envoie sa candidature avec une autre adresse mail. Déjà ça m'a beaucoup plu parce que ça m'est arrivé déjà. Et ensuite tu as continué en disant que si ceux qui envoient le mail sans message ni signe de politesse, eux aussi, pour toi, ils passent à la poubelle. Du coup, après ton post, moi je me demande, qu'est-ce que tu attends du mail de candidature? Est-ce que tu penses qu'il faut un message, plus d'une formule de politesse dans le mail de candidature? Est-ce qu'il faut un long texte qui va faire office de lettre de motivation? Est-ce que juste une formule de politesse suffit? Qu'est-ce que tu attends d'un mail de candidature exactement? Si tu fais un long texte de mail pour lettre de motivation, tu ne m'envoies plus de lettres de motivation. Ouais, justement. Voilà. Mais sinon, pour moi, le minimum en fait dans un mail, il faudrait déjà mettre l'objet. C'est pour ça que la première question d'un internaute, je lui ai demandé est-ce qu'il a mis l'objet? Ouais. Est-ce qu'il a mis un texte? Parce que lorsqu'il n'y a pas ça, même l'ordinateur, il met ça dans le spam. Donc, au moins, s'il faudrait déjà mettre l'objet, il faudrait mettre une formule de politesse que bonjour, monsieur, madame, voilà ma candidature pour tel poste. Ok. Donc, s'il n'y a pas ça, vraiment, ça montre en fait un désintéressement du candidat. En fait, tu n'as pas l'impression qu'il prend ça au sérieux, ce qu'il est en train de faire. Ok. Et c'est la raison pour laquelle toi aussi tu ne prends pas au sérieux sa candidature. Non, mais j'ouvre quand même pour voir le CV. Okay. Tu es quand même plus gentil que celui qui a fait ce post parce que pour lui, une petite erreur, il a balayé de la main. Il va la candidature d'un revers. Donc, enfin, pour finir, ça a été mon coup de cœur, je dirais. C'était ton propre post il y a 3 ans et j'aimerais qu'on le reparcourt en entier. Là, je vais pas trop le paraphraser. Donc, en fait, tu as fait un post il y a 3 ans. Le post était une image et au-dessus, tu as mis un texte. Déjà, le hashtag je dénonce. C'était le premier hashtag de ton post, je dénonce. Donc sur le post, qu'est-ce qu'on voit? Il y a l'image, c'est un message que tu as reçu en fait. Le message, je le lis en entier. Bonsoir, voilà, je préfère te dire les conditions d'avance au téléphone. Tu m'accordes 1 heure de ton temps dans un hôtel. Si tu es d'accord, tu viens avec ta photocopie de ta CNI pour la suite de ton dossier. Donc du coup, je suppose que tu as postulé pour un emploi et tu as reçu ce message. Exactement. Donc, c'était il y a 3 ans, je vous précise. Et du coup, tu as posté ça, tu as posté ce message. Oui, il faudrait dire, je n'étais pas encore en boîte digitale. Oui, tu n'étais pas encore en boîte digitale. Ce n'est pas boîte digitale. Voilà, ce n'est pas boîte digitale. Voilà, ce n'est pas boîte digitale, les gars. Donc, tu as posté ce message et tu as mis ton texte. Et tu as dénoncé en fait. Tu as dit que le manque d'emploi et la recherche d'emploi poussent certains individus à vouloir profiter des jeunes chercheurs d'emploi comme nous. J'ai eu à postuler à une offre en ressources humaines avec le numéro de cette personne qui m'a demandé mon CV et m'a indiqué une autre personne pouvant plutôt me recruter pour un stage professionnel car pour l'offre dont je postulais, je n'étais pas qualifié. Ça c'est ton message. Donc il s'est avéré que ces 2 personnes étaient plutôt une seule et unique personne voulant profiter de ma personne. Je continue à lire.
Je pense que certaines personnes devraient souvent s'abstenir de vouloir profiter des personnes dans le besoin. Si vous ne pouvez pas aider, le mieux serait de répondre négativement aux candidats au lieu de faire des propositions indécentes. Je ne suis pas la première à en être victime et ce n'est non plus la première fois. Mais je pense que ces personnes devraient être dénoncées et même dévoilées afin qu'elles arrêtent leurs besoins et de profiter de l'innocence de nous, jeunes chercheurs d'emploi. Donc ça a été mon coup de cœur. Donc, je me suis dit, il faut qu'on en parle. D'ailleurs parce que avec l'équipe de ZDF Talk Show, on avait déjà prévu parler de la pression sociale Des femmes. des femmes aussi dans le milieu, des filles et des femmes dans le milieu, parce qu'on en parle dans beaucoup d'autres milieux, plus axé côté administration, secrétaire, ceci, cela. On s'est dit, peut-être les filles ou les femmes dev aussi ont cette pression sociale là, ont cette pression sociale. Donc du coup, ce serait bien qu'on en parle. Déjà, tu as dénoncé et bravo encore à toi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux repasser un message à toutes les jeunes chercheuses d'emploi qui sont victimes de cette pression sociale là, et aussi aux jeunes chercheurs d'emploi aussi, les garçons aussi. Aujourd'hui vraiment, ça ne laisse plus personne. Surtout qu'elle n'a pas dénoncé petit, hein. Elle a mis le numéro. Elle a mis le numéro, juste que je veux. Elle a mis le numéro de la personne, elle a fait l'effort de ne pas cacher le numéro de la personne. Oui, bien sûr. À chaque fois que je vis une situation pareille, je dénonce toujours en fait. Parce que pour moi, on est déjà assez oppressé. La vie devient chère. Le travail n'est pas facile. Et puis, quand on va encore abuser des jeunes chercheurs d'emploi comme ça, c'est pas bon. Et tu vas même aller à l'hôtel, là, tu n'es même pas sûr que tu auras le travail. Après, il va te faire le chantage avec les vidéos, les photos. Parce que c'est qu'elle fera des vidéos et des photos, il va te faire du chantage avec. Et même si tu as ce travail-là, on va te faire le chantage dans ce travail-là, que tu as eu le travail avec ça. Donc, reviens encore. Sinon, tu vas perdre ton travail. Donc, pour moi, je dirais aux jeunes que ne cédez pas à ce type de chantage-là. C'est pas bon. Si tu sais que tu veux un travail, tu postules. Et je disais mais ça récemment à quelqu'un que tu postules à chaque fois que si on rejette ta candidature, tu postules encore, postule. Même le RH là, il sera fatigué, il va dire que bon, j'appelle d'abord un peu le candidat. Il vient me dire ce qu'il veut. Je vais un peu l'écouter, même si son profil ne m'intéresse pas, mais qu'il vient d'abord me dire. Donc, qu'on ne se fatigue pas de postuler. Que ce soit 100 candidatures par jour, qu'on ne se fatigue pas. C'est que si une personne t'appellera et tu passeras ton entretien. On ne sert à rien de céder à ce type de chantage. Le Canada n'est pas forcément la solution, les gars. Surtout que là-bas, ça devient dur apparemment. Ok, merci encore énormément pour ce conseil que tu donnes aux jeunes chercheuses d'emploi et aux jeunes chercheurs d'emploi. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Ok, bon, là je pense que la boucle est bouclée. On a parcouru tous les points. Vraiment, merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Tu as éclairé beaucoup. On retient principalement dans cette émission qu'il faut faire attention à nos profils LinkedIn. Il faut faire attention aux mails qu'on envoie, toujours mettre l'objet et un petit corps à l'intérieur. Les soft skills, c'est pour tout le monde, hein, junior comme senior. Et il faut qu'on arrête un peu de voir les RH comme des bêtes noires. Ce sont des employés comme nous. Et eux aussi, ils portent nos doléances pour les donner. S'ils n'ont pas moyen, ça ne donne pas, on ne peut pas forcément tout avoir. Et autre point intéressant que tu as mentionné, ce sont les salaires. Je pense que tu as donné les tranches de salaire que chacun peut avoir. Je vous renvoie à la partie de l'émission. Il faut écouter le podcast où elle a mentionné tout ça. Et puis voilà. Donc merci. Et tu nous as donné un très bon mot de fin, un mot d'encouragement et tout ça. Merci une fois de plus à Kalak FM 94.5. Merci à CJL tout particulièrement. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on aura encore un invité encore plus intéressant comme Larissa. Et je vous dis à très bientôt. C'était le podcast de Dev Talk Show, le podcast tech où on parle franchement et sans langue de bois. Merci.